Résultat de l'expédition 5300, une aventure scientifique et humanitaire portée par la chaire Montagne Altitude Santé. Un an après, l'équipe a décidé de repartir au Pérou à la fin du mois. Des lycéens isérois réunis en équipe et invités à proposer leurs idées et concepts au CEA de Grenoble. C'était l'objectif de la journée de créativité d'entreprendre pour apprendre. Deux Grenoblois débarquent en équipe de France de rugby dans le groupe du tournoi des 6 nations. Et puis retour sur la fête des sports collectifs mardi soir à Pôle Sud avec une victoire des Brûleurs de Loups contre Briançon. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 8 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La Rinconada au Pérou, la plus haute ville du monde à 5300 mètres d'altitude. En février 2019, une équipe de scientifiques menée par le grenoblois Samuel Vergès, chercheur INSERM à l'université Grenoble-Alpes, est partie étudier les effets de la haute altitude sur le corps humain. Ils ont rendu leurs premières conclusions ce mercredi et annoncent qu'ils s'apprêtent à prendre un nouveau départ. Laurie Baillet. La Rinconada, cette ville perchée à 5300 mètres d'altitude au Pérou, est la plus haute du monde. 50 000 personnes habitent ici en permanence dans des conditions aux limites de la tolérance humaine. Le taux d'oxygène est réduit de 50% par rapport au niveau de la mer. Une quinzaine de chercheurs français, grenoblois, se sont rendus sur place pour réaliser tests, mesures et prélèvements sur plus de 100 Péruviens volontaires. Ce que l'on a observé de plus flagrant, je dirais, c'est les aspects sanguins de cette population-là, la qualité du sang. Donc on a une quantité de globules rouges dans cette population qui est véritablement exceptionnelle. On a en fait mesuré des quantités de globules rouges les plus élevées jamais mesurées chez l'homme. Un sang très très riche en globules rouges qui est nécessaire pour eux pour vivre en haute altitude, mais qui a sans doute comme conséquence, qui a même clairement comme conséquence de rendre leur sang très très visqueux. Et ce sang très visqueux, il a tout un tas de conséquences délétères sur les vaisseaux, le cœur, qui peine beaucoup à faire circuler ce sang visqueux chez ses habitants. Hommes, femmes et enfants qui vivent et travaillent actuellement à la Rinconada constituent en apparence une anomalie scientifique. Leur sang visqueux représente une menace pour leur santé. Fin janvier, l'équipe de chercheurs repart pour 6 semaines de mission. La deuxième phase de ce projet Expédition 5300, c'est de tester certains traitements médicamenteux pour les habitants malades de la Rinconada qui n'ont normalement aucun accès à aucun soin là-haut, aucun médicament. Des médicaments qu'on espère ensuite pouvoir leur rendre accessibles pour ceux qui en ont besoin. Donc on va d'abord les tester, voir s'ils sont efficaces pour améliorer leur état de santé et les aider à mieux tolérer cet environnement avec moins d'oxygène, cet environnement hypoxique. Cette aventure scientifique et humanitaire est la première expédition au monde à étudier l'habitat permanent à une telle altitude. On est véritablement la première équipe de scientifiques, de médecins à pouvoir se rendre là-haut. Il y a personne d'autre que des Péruviens dans une telle ville. Donc c'est vraiment un aspect d'exploration, de découverte d'une telle population très très reculée. Donc c'est une vraie question de santé publique, de savoir comment l'homme peut vivre en permanence à de telles altitudes. C'est aussi éclairer le diagnostic, le suivi, le traitement d'un certain nombre de maladies dans nos hôpitaux par exemple. L'expédition 5300 représente un programme de recherche sur le long terme avec un suivi sur plusieurs années. Et pour soutenir ce programme de la Rinconada Expédition 5300 lance un appel aux dons auprès du grand public. L'aventure pour défendre le système de retraite par répartition se poursuit elle aussi. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain jeudi à Grenoble. Les syndicats ont donné rendez-vous à 10h pour le départ de la manifestation qui rejoindra la préfecture place de Verdun. La dernière manifestation dans la capitale des Alpes avait réuni 28 000 personnes selon les syndicats, 8 800 selon la préfecture. En raison de la manifestation mais aussi du mouvement suivi par une partie du personnel, le service des transports publics, TAG et Itinisaire pourront être perturbés. Perturbations également dans l'enseignement, les cantines, chez les personnels de santé et à la SNCF. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a par ailleurs annoncé que les abonnements TER du mois de décembre seraient remboursés aux usagers qui devront néanmoins attendre un mois sans grève pour bénéficier d'un abonnement gratuit ou de bons d'achat. Marie-Josée Sala prendra sa retraite de la vie politique à l'issue de ses mandats de conseillère municipale à Grenoble et vice-présidente de la métropole en mars prochain. L'élu socialiste qui s'était porté volontaire pour animer une candidature PS avant de rejoindre celle du maire sortant, Éric Piolle, provoquant un certain nombre de mécontentements dans son camp.
Ils ne sont pas prêts de prendre leur retraite. Mardi, plus de 70 lycéens des établissements Argouges et Charmilles se sont retrouvés à la Maison Minatex sur le site du CEA de Grenoble pour participer à une journée de mini-entreprise. Objectif, leur donner le goût de la démarche entrepreneuriale et favoriser l'inclusion chez ces jeunes Isérois. Charlotte Faulkner a rencontré quelques-uns d'entre eux. Dans les couloirs de la maison Minatex, c'est un peu le stress pour les lycéens. Dans quelques instants, ils devront présenter leur projet devant un jury. Toute la journée, ils ont dû conceptualiser un produit ou un service innovant permettant de développer la visibilité et l'attractivité du CEA en tant qu'employeur auprès des jeunes. Une problématique qui a permis à ces jeunes lycéens de découvrir le CEA ainsi que l'ensemble de ses métiers. En fait, on connaissait pas du tout le CEA, genre on savait pas ce qui se passait, tout ça. Donc du coup, ça nous a permis de découvrir et tout, donc c'était plutôt cool. Ouais. On a pu découvrir qu'il y a beaucoup de métiers diversifiés et qu'il n'y a pas que de la science et c'est beaucoup... Pour le futur, ça peut être une bonne expérience. Pour créer leur concept, les lycéens se sont impliqués dans une démarche entrepreneuriale avec des brainstorming, des stratégies commerciales et de communication. Le matin même, ils sont répartis en équipe et accompagnés d'un mentor. C'était assez un peu choquant dans le sens où vraiment on ne connaissait rien du CEA. C'est un centre de recherche, donc tout de suite là on risque de les perdre un peu déjà parce que du coup j'ai eu des réactions qui font ah oui non c'est des trucs pour un télo, c'est des choses comme ça et puis donc après il faut expliquer qu'il n'y a pas que les métiers scientifiques effectivement. Face au jury, les groupes présentent donc leur projet, le tout en 2 minutes top chrono. Une journée qui s'inscrit dans le cadre de la mini-entreprise, un programme pédagogique proposé par Entreprendre pour apprendre Auvergne-Rhône-Alpes. À travers cette expérience entrepreneuriale qu'on leur fait vivre, on souhaite avant tout développer leur confiance en eux, développer leur savoir-être, leur savoir-faire et leur faire découvrir aussi le monde de l'entreprise. Le CEA s'est donc associé à cette initiative afin d'innover pour l'insertion des jeunes grenoblois, une journée qui semble avoir été très bénéfique pour le commissariat à l'étude atomique. Et alors je dois dire qu'ils m'ont peut-être fait économiser 30 à 40 000 euros aujourd'hui parce qu'ils ont eu une innovation, une créativité assez invraisemblable, d'autant que chaque groupe a créé quelque chose de différent, avec des médias différents, de l'Instagram, de la vidéo, de l'exosquelette et ainsi de suite. À l'issue de la journée, les 2 projets gagnants étaient celui de la création d'une série Netflix sur le CEA intitulée Les Narvalos de la science et d'un reportage intitulé Le CEA, pourquoi pas, diffusé sur le réseau social Instagram. Entreprendre pour apprendre propose également ces dispositifs au mois ou à la semaine pour les jeunes de 9 à 25 ans. 2 Grenoblois appelés dans le groupe des 42 joueurs qui prépareront le tournoi des 6 nations avec l'équipe de France de rugby. Kylian Gérassi et Gervais Cordin ont été formés au FCG, évoluent actuellement à Lyon pour le 2e ligne et Toulon pour l'ailier. Fabien Galtier a fait le choix de faire entrer dans le groupe de nombreux joueurs pour qui ce sera une première. Ça s'est fait ce matin déjà, donc ce matin, limite à l'annonce de la liste, je l'ai su là parce que j'avais pas mon portable sur moi et j'étais surpris et très heureux de pouvoir être dans cette liste. Ils ont pris beaucoup de jeunes, ça prouve aussi qu'ils font confiance aux jeunes et c'est sûr que c'est rassurant aussi de pouvoir se dire qu'ils mettent de l'espoir en nous. Maintenant, ça va être à nous de leur montrer qu'ils n'ont pas tort, quoi. Très content, je retrouve Gervais que j'ai pas vu depuis un petit bout de temps là, ça me fait plaisir et puis je retrouve aussi tous les mecs avec qui je joue en moins de 20 donc pas mal de mecs avec qui je joue en moins de 20 donc ouais super content. J'essaye de pas trop me mettre de pression et puis on verra le jour J ou le jour du rassemblement comment ça se passe. Je sais pas comment ça va se passer après comme tu l'as dit il y a des gars que je connais donc ça va permettre déjà de pas arriver dans l'inconnu total, mais ouais, non, pour l'instant, je profite. La préparation des Bleus débutera le 19 janvier à Nice. Premier match le dimanche 2 février au Stade de France, on aimerait bien au Stade des Alpes, mais ce sera au Stade de France contre l'Angleterre. De Nice à l'Isère, il n'y a qu'un pas en attendant le prochain Tour de France qui verra les coureurs passer 3 jours dans notre département. C'est le Paris-Nice qui fera halte en Isère dans quelques semaines. La carte vient d'être dévoilée. Ce sera le jeudi 12 mars avec une arrivée à la Côte-Saint-André pour un départ 227 km plus haut dans l'Allier à Ghana. Depuis sa création, ce sera seulement la 2e fois que le peloton s'arrêtera en Isère. Ligne d'arrivée finale le 15 mars dans la Cité des Anges.
Pôle Sud aussi était aux anges mardi soir pour la 33e journée de Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loups se sont brillamment imposés 12-1 face à Briançon. Les champions de France en titre commencent bien l'année. La rencontre de mardi soir était synonyme de fête du sport collectif puisque les BDL avaient invité des équipes d'autres disciplines à venir découvrir leur passion. FCG, GF38, Yetis, PVBC, GSAMH et bien d'autres qui ont apprécié le spectacle, même s'ils ne sont pas tous prêts à chausser les patins. Le prochain match des Brûleurs de Loups, ce sera vendredi à Angers. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.